Alright, so on est reparti pour le deuxième épisode de training de cette nouvelle saison-là du MVP Performance Podcast. Aujourd'hui, le focus est sur améliorer sa flexibilité sans passer des heures à s'étirer dans le gym. Puis ça, c'est un sujet que j'ai vraiment hâte qu'on parle ensemble. Fait que ce que tu appelles communément le strength at length. Man, allons-y déjà. C'est quoi le first? Pourquoi est-ce que c'est important d'améliorer sa mobilité, sa flexibilité pour un joueur de football? Ouais, OK. On commence par ça, puis on garde ça short parce que je veux qu'on rende ça le plus actionable possible par la suite. Mais il y a deux choses avec la mobilité. Numéro un, tu veux en avoir un minimum pour t'assurer que ce que tu vas utiliser dans ton mouvement sportif, ça soit disponible. Donc ça, pour un joueur de football et une gymnaste, c'est pas la même demande. Donc, c'est normal qu'une gymnaste ait des besoins en mobilité plus grands à cause de. On est capable de s'imaginer qu'elle va faire des splits, des ci, des ça, qui va avoir une plus grande demande sur sa flexibilité Ouais. active versus un joueur de foot. Ceci étant dit, en tant que joueur de foot, tu sprints, tu cours, tu fais des changements de direction, tu tackles. Des fois, tu te retrouves dans des positions weird. Fait que si tu as vraiment zéro mobilité, aucun contrôle dans un certain range of motion, ben peut-être que ça ne sera pas disponible lorsque tu vas essayer de sprinter all out, lorsque tu vas accélérer. Et ça arrive souvent, fréquemment, surtout chez les linemen, où est-ce qu'il y a un gars, mobilité de hanche complètement ass, ben le gars il est fort comme un bœuf. Là, j'arrive, je le vois sprinter, pas capable de lever les genoux plus que 10 degrés, plus que 3 pouces au-dessus du sol. Bonne chance pour accélérer, te pencher, faire un tackle. OK? Ça va être plus Mhm. difficile. Fait que tu as Mhm. un besoin minimum. Ça, c'est numéro un. Numéro 2, selon chaque individu, si tu as des méga différences entre ta gauche et ta droite, c'est souvent signe que, OK, le côté qui est moins souple, il y a quelque chose qui se passe. Puis, il faut toujours comparer par rapport au baseline de toi à toi pour dire qu'il y a un déficit ou une différence de mobilité entre tes deux côtés pour dire, OK, ça va te mettre plus à risque de blessure. Puis là, le but, ça va être de corriger le débalancement pour amener ça le plus even possible en nivelant vers le haut pour Mhm. dire, OK, là, on a plus de chances que c'est plus safe, tu as moins de chances de te faire de blessures lorsque tu vas faire ton sport. Puis quand je parle de blessures, évidemment, j'exclus tout ce qui est blessure de contact, trauma, etc., que c'est pratiquement impossible à prévenir. Puis après ça, quelqu'un qui aurait déjà un bon baseline. Je te donne un exemple. On a fait mon athletic assessment, puis moi, mon baseline est comme, il est not bad. Il est-tu optimal? Probablement pas, là, puis on l'a pas Mhm. évalué ensemble. Mais est-ce que j'aurais un intérêt de continuer d'améliorer ma mobilité puis ma flexibilité, que ce soit en m'étirant de façon statique ou à travers mon training, des trucs qui sont full range, puis d'aller faire du strength at length? Si on va séparer ça en deux parce que strength, athlète et mobilité, c'est des concepts qui overlappent, mais ils ont quand même des parties qui sont différentes. Fait Cool. que d'améliorer ta mobilité ou ta flexibilité absolue au-delà d'un certain niveau pour un joueur de foot ne sera pas utile. Ceci étant dit, de faire les entraînements de mobilité en tant que tels vont avoir un effet physiologique qui vont être intéressants dans ton entraînement. Mais quelqu'un qui est hyper stiff ou hypomobile, on va passer un peu plus de temps dans ces sessions que quelqu'un qui a déjà une bonne mobilité. Quelqu'un qui a Mhm. déjà une bonne mobilité, ça se reflète directement dans son programme ou est-ce que son activation, sa mobilisation va être beaucoup plus short and sweet parce que c'est déjà très disponible. On a juste besoin d'aller chercher un certain degré d'activation, de warm-up, des shows, puis boum, il va être correct pour faire son training avec une belle qualité. Parce que l'idée, c'est aussi oui, pour ton sport, mais pour ton entraînement. Fait que dans ton entraînement, si tu fais des RDL, des deadlifts, et que tu n'as pas la mobilité nécessaire pour faire ces mouvements-là correctement, ben, tu veux t'assurer d'aller optimiser ça avant de faire tes deadlifts Hmm. aussi, par exemple. C'est pas juste pour le football, c'est préparation à ton entraînement. Comme la fameuse mobilité de cheville avant de squatter, par exemple. Par exemple. Par exemple, parce que ça va améliorer ton pattern de squat. Mhm. Puis là, quand on parle de strength at length, c'est qu'il y a un effet protecteur de devenir plus fort dans des amplitudes de mouvement grande, ou on va dire extrême, mais pas extrêmement grande, mais à ton max range of motion à toi. Mhm.
Donc là, à ce moment-là, de faire ton entraînement dans le plus grand range of motion possible est toujours intéressant, dépendamment des phases où est-ce que tu es dans ton entraînement aussi, mais assurément, au courant de l'année, tu vas en faire. Parce qu'il va avoir un effet protecteur. Puis il va avoir un effet peut-être sur l'hypertrophie, etc. Énorme. Fait que le concept, ça reste important, mais ça veut pas dire que tous tes mouvements, toute ton année devraient être deep range, puis comme full squat, deficit RDL, ainsi de suite. Je pense pas, parce que si tu fais juste ça, tu vas manquer de temps et d'énergie pour développer d'autres qualités qui vont t'aider à performer qui sont importantes. Je comprends. Comme ta puissance max, ta force max, qui se ferait beaucoup mieux avec des tempos qui vont être différents, des range of motion qui vont être plus courts peut-être. Ouais. Fait que c'est comme un élément que je trouve hyper important, surtout à ce temps-ci de l'année, de travailler, mais ça fait juste partie de ton toolbox ou d'une chose qu'il faut que tu touches au travers de ton année. Puis, plus on est loin de la saison, plus moi, je vais mettre d'emphase sur ce type d'entraînement-là, ou c'est pas vraiment un type d'entraînement, mais je vais mettre plus mon focus sur le strength athlete, plus on est loin de la saison, parce que c'est pas ce qui va t'aider nécessairement directement à performer sur le field. C'est juste un élément qui prépare bien ta base, ta balance structurelle, qui va optimiser par la suite tes mouvements d'entraînement quand tu vas les faire plus intenses, plus lourds, ou qui va t'aider à réduire le risque de blessure. Je comprends. Puis, si on revient peut-être sur la première chose que j'ai parlé aujourd'hui, c'est les étirements statiques, puis tout le monde qui s'étire pour être plus statique, puis plus mobile, et ainsi de suite. De ce que de ce que je connais, de ton avis, c'est que c'est peut-être pas la meilleure stratégie, right? Pourquoi est-ce que s'étirer de cette façon-là ne serait pas la meilleure stratégie? T'sais, on voit je te donne un exemple, on voit beaucoup de gars qui font leur workout, puis prennent un 10, 15, 20 minutes après la séance pour s'entraîner. Est-ce que ça a du sens dans certains contextes? Puis si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Puis qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Avec les athlètes que je coach, ça arrive pratiquement jamais que je vais le travailler de cette façon-là. Ça va toujours, s'il y a un étirement statique, ça va être une petite partie dans une séquence d'activation, une séquence de mobilisation plus grande. Puis selon moi, c'est pas que c'est une mauvaise stratégie en soi, parce que oui, s'étirer de façon passive va augmenter ta flexibilité, mais ça va être passif. Ça ne veut pas dire que tu vas développer un contrôle dans cette amplitude-là. Puis l'idée, c'est pas juste d'être flexible pour être flexible, pour faire la split ou whatever. C'est d'être flexible pour contrôler ce range of motion-là quand tu vas arriver dans un mouvement sportif ou dans ton training. Fait que moi, ce que j'aime moins, c'est que c'est juste passif. Et c'est pas tant efficace non plus. Il y a beaucoup de méthodes qui sont beaucoup plus efficaces pour développer ta flexibilité à long terme. C'est juste une petite méthode qui a ses avantages, ses désavantages. Ça peut avoir une place dans le training de quelqu'un si vraiment il y a un manque de mobilité dans un range of motion précis ou un mouvement précis. Ça peut être intéressant. Mais au final, ça ne sera pas l'entièreté de ce que je vais faire pour créer plus d'espace ou créer une meilleure flexibilité chez quelqu'un. Puis si tu avais à le faire, est-ce que ce serait, par exemple, en fin de séance pour le fameux cool down ou retour au calme ou whatever? Tu sais, c'est un concept qu'à l'école, ils nous parlaient tout le temps de. Non. Tu fais-tu des retours au calme, puis des cool down, puis des trucs comme ça dans tes séances? Ou... Un retour au calme pourrait être vraiment intéressant en termes de respiration. Juste pour switcher de mode. OK, je suis en mode stress, attaque versus OK, chill out. Puis ça pourrait t'amener à avoir une meilleure récupération de ta session, mais juste 3, 4, 5 minutes à focus sur ta respiration puis ralentir ça serait bien plus efficace pour ton cool down que de stretch. Puis un des derniers points que je voulais parler aujourd'hui, mais on va commencer avec ça, c'est que étirer un muscle, c'est un stress pour ton muscle. Tu prends là, une fibre musculaire, puis là, tu la tires du maximum que tu es capable de chaque bord,
ça peut engendrer des micro-déchirures, ça peut te rendre sore. Tu peux être sore de trop t'étirer en tant que tel. Fait que c'est pas... Même, tu sais, on dit que c'est une méthode de cool-down, de relaxation, parce que tu feel good après t'être étiré. Mais c'est un stress. Puis où est-ce que moi, personnellement, j'ai eu le plus de gains en mobilité, en flexibilité, c'est quand j'avais des journées où est-ce que, OK, là, je mettais la sauce sur ma mobilité, sur ma mobilisation, je travaillais mon split, mon side split. Puis ça, c'est pas pour les joueurs de foot. Moi, personnellement, c'est comme un side quest parce que j'enjoy ça, puis en faisant ça, j'en apprends plus sur la mobilité. OK? OK. Ben, OK, là, je mettais la sauce là-dessus. Boum, le lendemain, 2, 3 jours, j'étais raqué. Je faisais pas de stretch pendant 2, 3 jours de temps. Puis après ça, j'avais comme un training de mobilité. OK, aujourd'hui, je focus là-dessus. Aujourd'hui, je laisse mon bas de corps tranquille parce qu'il faut que j'en récupère. C'est de cette façon-là que j'ai eu les meilleurs gains en mobilité. Pas en faisant à chaque jour. Cool. Puis, si on passe ensuite, c'est quoi dans les meilleures méthodes pour développer sa mobilité dans ce cas-là? Tu sais, tantôt, t'en as parlé, là, il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a des trucs plus efficaces, mais tu nous as comme pas dit c'était quoi, là? Hey, c'est parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'ai mes façons préférées que je sais qui fonctionnent. Je suis capable de dire que juste stretch, daily, ça ne fonctionnera pas. Mais comme numéro un, il faut que tu saches, toi précisément, t'es limité dans quelle amplitude de mouvement. Ça fait que si on parle mobilité à l'épaule, es-tu mobilité en rotation interne, en rotation externe, en flexion, en extension? Ou est-ce qu'il faut que tu mettes du temps pour développer ta mobilité globale à une articulation précise? Idéalement, si tu es capable de dire aussi, OK, c'est tel. Si tu es capable d'aller chercher une évaluation, puis ça se fait difficilement dans le format de coaching que nous, on fait parce que c'est online, mais si tu es capable de dire, OK, il y a une restriction par les tissus, donc même en mobilité passive, même en flexibilité, OK, ce tissu-là a besoin on a besoin d'augmenter de créer plus d'espace pour ce muscle-là précisément. Tu peux être encore plus précis, tu risques d'avoir encore plus de résultats. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que si tu es capable d'identifier précisément, toi, tes besoins ou tes limitations dans un mouvement, tu vas être capable de les cibler par la suite pour avoir de meilleurs gains en mobilité, probablement quelque chose qui risque de durer plus longtemps. Ensuite, numéro 2, c'est que tu ne veux pas juste créer de l'espace, tu veux gagner du contrôle dans cet espace-là. Fait que devenir plus flexible de façon passive, c'est une chose, mais si tu es capable de te retrouver dans cette amplitude de mouvement-là par toi-même, sans que quelqu'un tire sur ta jambe ou sans que tu aies de l'assistance externe, tu risques de garder cette mobilité-là à long terme bien plus que si tu faisais juste tout le temps tomber de façon passive dans ton stretch. Make sense? C'est les 2 points là, que tu veux retrouver dans tes séquences de mobilisation pour t'assurer d'atteindre, de développer ça. Puis nous, concrètement, de la façon que ça se retrouve dans nos plans, c'est avec le G du Game Protocol, on gauge, OK, on va voir ta mobilité globale, on zoom in sur, je reprends l'épaule, rotation interne, rotation externe, je vois que tu es plus limité en rotation interne, puis ta rotation externe est bonne, bien, je ne passerai pas de temps à stretch ta rotation externe. On va passer du temps à mobiliser ou stretch ta rotation interne. On va aller chercher un type d'activation, souvent qui va être antagoniste. On va en parler dans un instant. Puis après ça, on va l'intégrer dans un mouvement global. Souvent, ça se retrouve dans des séquences que les athlètes que je coach vont faire en début de session pour optimiser la qualité de leur mouvement qu'ils vont retrouver par la suite dans leur training. Fait que je ne ferai pas faire ça à l'épaule si par la suite ils font un training de lower body. C'est pas logique. OK, je viens de créer de l'espace. Qu'est-ce que je fais avec mon espace après? Bien, tu veux l'utiliser. Une fois que ton espace est créé, tu l'utilises, puis tu veux l'utiliser dans des mouvements d'entraînement intense. Ce pattern-là de mobilisation, d'intégration, crée des changements à long terme.
tu as été plus concret. Serais-tu capable de me donner un exemple concret de 3 mouvements ou d'une séquence à l'épaule que quelqu'un pourrait faire? Puis là, tu sais, c'est très fictif, là, Mhm. peut-être, là, mais je veux dire, t'en as fait plein des séances de mobilité pour l'épaule de quelqu'un. Ça ressemble à quoi si tu y vas les 3 mouvements ou peu importe cette séquence-là, concrètement? Je vais parler d'une séquence, je vais nommer des mouvements, etc. Ça se peut que ça ne soit pas facile à visualiser pour le monde qui nous écoute. Fait que ceux qui nous écoutent, je vais vous encourager à aller Google ces mouvements-là juste pour voir de quoi ça a l'air sur YouTube ou on les droppera dans les show notes. Mais un exemple de quelqu'un qui, qui a une mobilité à l'épaule qui est ordinaire. On zoom in dans son athletic assessment, on voit que sa rotation à l'interne est vraiment moins bonne, sa rotation externe est correcte. Ben, dans sa mobilisation de l'épaule, un des premiers mouvements qu'on pourrait avoir, c'est un sleeper stretch, par exemple, qui pourrait être fait passif ou qui pourrait être fait en PNF. Donc, il va venir mobiliser en rotation interne. Par la suite, on aurait un behind the back excentrique avec une petite charge. Sideline, donc c'est un mouvement qui vient stimuler encore une fois la rotation interne, mais il y a une charge, donc il y a un degré de contrôle à aller chercher. Et par la suite, on aurait un mouvement de mobilité intégré. Puis là, si par exemple on travaille overhead par la suite, fait qu'en overhead press pour la session, on pourrait avoir un mouvement style un windmill. Ou est-ce que, OK, je viens mobiliser mon épaule dans différents angles pour me préparer à faire du overhead press. Ce mouvement-là aussi a une demande en stabilisation, donc un degré d'activation qu'on vient chercher. On répète ça 2, 3 fois avec une intensité que tu peux bien contrôler. Fait que j'aime dire 6, 7 sur 10 maximum d'intensité. Et par la suite, tu es comme, OK, tes épaules sont bien warmed up. Au lieu d'avoir fait un mouvement simplement général, ben, j'ai fait des mouvements qui sont précis en fonction de mes besoins. Fait que tant qu'à faire de quoi de général, on va aller précis, OK? On va faire d'une pierre deux coups. Et par la suite, tu vas pouvoir commencer tes séries progressives de overhead press. C'est un exemple. Cool. Et c'est une séquence que j'utilise quand même fréquemment avec les athlètes qui ont justement une limitation en rotation interne au niveau de l'épaule. Ouais. Cool. Je t'écoutais, puis là, je me disais, hey, dans mon cas à moi, puis là, je pense que la rotation interne, ça va, mais je me dis peut-être que moi, mettons, je sais que j'ai une épaule qui est moins stable. Fait que je me dis, ah, mais peut-être que Ouais. le windmill pourrait servir avec la stabilité de cette épaule-là, Mhm. justement. Le Mais là, reste de ma séquence serait différent si on veut cibler la stabilité versus la mobilité. oui, c'est exact. Puis ça dépend un peu des besoins de l'athlète, savoir sortir sur l'athletic assessment. Si par exemple, toi, ça se peut très bien que tu as une épaule moins stable, mais que ta mobilité ne soit pas un problème. Mhm. Souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des différences de mobilité. D'accord? Mhm. Mais mettons que ta mobilité est exactement la même, ben, au lieu de travailler en grosse mobilisation avec un stretch passif pour créer plus d'espace en rotation interne, on aurait probablement des activations de muscles ou de movement patterns qui sont intéressants à venir renforcer, activer avant de faire ton windmill. Fait que là, le focus serait différent puis en utilisant un mouvement d'intégration qui est similaire, puis après tu irais faire ton overhead press. Fait que, grosso modo, souvent, c'est les premières étapes qui vont être le plus précises à chaque individu. Plus qu'on avance dans la session, plus que ça risque d'être général ou probablement que ça va rejoindre plus de monde. Mais quelqu'un qui a vraiment un manque de mobilité à l'épaule, en flexion, overhead, par exemple, ben, je ne ferai pas faire de overhead press parce qu'il va trop manquer de mobilité. On va développer cette mobilité-là avant d'aller en overhead press. Cool. Good stuff. Une autre méthode hyper intéressante pour développer la mobilité à long terme, c'est carrément dans ton entraînement d'utiliser tout ce qui est déficit ou des pauses en fin de mouvement ou dans la partie du mouvement où est-ce que tu es le plus stretched out. Fait que, par exemple, tu as parlé de déficit RDL. Le déficit va créer une plus grande amplitude de mouvement, va te permettre de descendre plus bas. Et donc, ce qui va limiter le range of motion, ça ne va pas être le sol ou les plates qui touchent au sol, mais vraiment ta mobilité à toi. Mhm. On parlait de prendre une pause en position profonde ou stretched. Dumbbell press, une petite inclinaison permet d'aller chercher plus d'amplitude souvent ou un meilleur stretch au niveau des pecs. Quand je descends, ben, en utilisant des dumbbells, je m'assure de descendre
vraiment, vraiment bas, quitte à même essayer de pull vers l'arrière avec mes omoplates ou mon back pour aller chercher encore un meilleur stretch au niveau du pec. Fait que de s'assurer de prendre une pause dans cette fin d'amplitude de mouvement-là apporte vraiment de solides résultats en termes de gains en mobilité que tu vas garder à long terme. Mais ça, c'est tough sur l'ego, puis c'est un peu poche de dire, bon, mais il va falloir que je charge moins lourd si je fais ça. Absolument. Parce que, effectivement, il va falloir que tu charges moins lourd. Parce que si tu prends une pause, tu vas éliminer le stretch reflex de ton mouvement. Donc, tu vas perdre un peu de force de ce côté-là. Fait que déjà là, tu vas devoir prendre un peu moins lourd. Si ta pause est, puis si ta pause est très profonde, ben, tu vas aller chercher une amplitude de mouvement que tu n'as peut-être pas l'habitude d'entraîner, que tu n'as pas chargé, et donc tu n'auras pas nécessairement de force dans ces derniers degrés-là où tu vas en avoir moins. Parce que Mhm. quelque chose qui est important de comprendre, c'est que tes gains en force, c'est là que c'est ça le cœur du concept de strength at length, c'est que tes gains en force sont spécifiques à ta vitesse de contraction, sont spécifiques au mouvement que tu vas faire et sont spécifiques aussi au range of motion que tu vas entraîner. Fait que si tu entraînes toujours un range of motion qui est partiel, ben, tout le range of motion que tu n'utilises pas ne sera pas renforcé. C'est exactement là où je voulais m'en aller avec ma prochaine question, à savoir, parce qu'on en voit beaucoup, là, des athlètes qui s'entraînent fort, fort, fort majoritairement dans des ranges partiels, qui prennent peut-être ou pas le temps de s'étirer ensuite. Si ça marche, puis ils performent, puis hey, ils courent vite, puis ils sautent haut, puis ils sont forts, puis ils sont bons au football, puis ils s'entraînent de cette façon-là, qu'est-ce qui manque? Tu sais, ce serait quoi comment est-ce que tu convaincrais cette personne-là de peut-être intégrer autre chose dans son training si ça fonctionne pour lui en ce moment? C'est beaucoup au point de vue de la prévention, de la diminution de risque de blessure. C'est beaucoup là que ça va se passer. Fait que, par exemple, un hamstring pull, ça va se passer quand le muscle est étiré dans une position qui est longue. C'est rare que ça arrive dans une position que ton hamstring est très court, très contracté. C'est rare que c'est là que ça va se passer, ce type de blessure-là. On parlait hier des adducteurs, que tu sprintais puis que tu filais tes adducteurs, surutiliser tes filets tight, fait que tes filets taxés. Mais si tu es capable d'aller chercher un renforcement dans une grande amplitude de mouvement, c'est ce type de blessure-là que tu risques moins d'avoir par la suite. Ok. C'est pas absolu. C'est pas, hey, tu vas faire du déficit RDL, tu te claqueras plus jamais. Il y a d'autres facteurs qui embarquent, comme la fatigue musculaire, ou si ton effort est répété et que tu as un repos incomplet, ou si tu manques juste de fitness et d'endurance, il y a d'autres choses, mais c'est une des composantes importantes. Mhm. OK. Puis qu'est-ce qui a fait que tout ça est devenu un focus dans ta pratique puis dans ton coaching? Parce que si on regarde, tu sais, on look back, puis il y a un moment où est-ce que le focus était sur être gros, sur être fort. Tu sais, on parlait des fois dans le temps, tu t'entraînais au hard gym ou whatever, puis ça a été ça pendant un bout, comme la philosophie. Puis du moins depuis que je te connais, le focus n'a pas toujours été sur les deep range. C'est pas une conversation qu'on avait, par exemple, dans le vestiaire quand on était à Laval de ce type d'affaires-là. Qu'est-ce qui fait que c'est rendu un aussi gros facteur dans ta pratique? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as compris? Ou comment est-ce que ce changement-là s'est passé pour toi? Écoute, la première fois que j'ai eu une illumination, si on veut, par rapport à ce concept-là, c'est quand justement je m'entraînais au cégep, puis une bulle m'est passée au cerveau, puis je me suis dit, OK, à chaque fois que je vais squat ass to grass le plus deep possible. Puis Mhm. je n'étais pas autant mobile que je le suis en ce moment. Puis à force de prendre cette habitude-là, même si je loadais moins, ben, j'ai comme une mobilité qui s'est développée dans le pattern de deep squat, précisément. Puis je me suis rendu compte que, hey, je suis vraiment plus flexible, je suis vraiment plus mobile, puis je passe vraiment pas plus de temps à m'étirer, mais vraiment Mhm. pas. Puis depuis ce jour-là, je me suis dit, OK, si je fais ça pour tel mouvement, pour le squat, pourquoi je ne le ferais pas pour mes push-ups, pour mon dumbbell press, pour mon bench press avec dumbbell, tous les mouvements. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais toujours aller dans le maximum d'amplitude que je peux aller chercher. Fait qu'on n'en a jamais parlé,
mais ça a toujours été un genre de focus. Puis c'est parti de cette intuition-là. Plus c'est resté de même. Puis plus récemment, ce que je me suis rendu compte, c'est que je pouvais utiliser ces méthodes-là ou ce focus-là, mais modifier les mouvements que j'utilise avec les athlètes que je coach pour favoriser ça. Donc, on parlait de mettre son ego de côté, mais c'est bien plus facile de mettre son ego de côté si je dis au gars que j'entraîne que hey, tu vas faire un mouvement en déficit, c'est normal que tu sois moins fort. Mais c'est ça le but. Plutôt que de dire hey, tu vas faire le même mouvement, mais je veux que tu ailles plus loin et que tu charges moins lourd. Fait en utilisant ces stratégies-là de loading, ça change le focus. Puis je peux amener les athlètes à avoir le même focus que moi j'avais, mais je n'utilisais pas les déficits. Parce que c'est pas des méthodes que j'étais très habitué ou que j'avais utilisées tant que ça. Mm-hmm. Mais le focus était là. Puis en ayant le bon focus, puis ce même focus-là, j'étais capable de faire ces gains-là. Puis aujourd'hui, à ce jour, tu me demandes de faire un deep squat, je suis capable de m'asseoir le cul à terre, puis je me rappelle pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait un squat chargé. Mais cette mobilité-là est acquise. C'est impressionnant de voir à quel point je m'étire pas puis que je suis capable d'aller dans un deep squat. Puis c'était pas ça avant, là. C'était pas inné. Je suis pas une personne qui est si flexible de façon innée que ça. Parce que je me rappelle au secondaire, c'était pas ça, là. C'était très average. J'étais normal. Ça, c'est impressionnant. Ça, honnêtement, la partie de la garder, je le savais pas. Moi, dans ma tête, c'est parce que je me dis, hey, là, faudrait pas que je fasse une coupe de cycle de training avec des squats partiels ou front pins ou whatever pour pas perdre mon deep squat. C'est comme une peur que j'ai. Puis la réalité, c'est peut-être que j'ai cette peur-là encore plus avec mon genou qui devient stiff rapidement, mais c'est pas un concept avec lequel j'étais familier et que je savais. Probablement que j'en ai un petit peu moins, mais je veux dire, ça va être les derniers petits degrés, mais comme je suis capable de m'asseoir le cul à terre pareil, là. Pas de charge, avec charge. T'as-tu besoin de plus que ça, de toute façon? Ben, exact. Fait comme là, à force d'entraîner du monde, ben là, dans les phases de structural balance, dans les phases d'accumulation, ben, ça a commencé à se refléter avec des méthodes. Puis les méthodes, c'est plus comment amener l'athlète à avoir le bon focus, l'amener différemment pour que ça soit stimulant puis qu'il comprenne le but du mouvement. Je comprends. Puis là, on parlait d'hypertrophie, etc. Le deuxième, si on veut, illumination que j'ai eu par rapport à ça, c'est vraiment plus dans la dernière année et demie, c'est que de plus en plus, ce qui ressort dans la littérature, c'est que pour avoir la meilleure simulation en hypertrophie possible, c'est que tu veux entraîner ton muscle dans une position étirée ou dans le plus grand range of motion possible. Ce qu'on se rend compte, c'est que la tension at length est hyper importante pour stimuler l'hypertrophie. Puis je pense que on a parlé, on en a parlé, mais j'ai même vu, c'est sur le Instagram de BioLane, si je me souviens bien. Il fait souvent des reels qui résument la littérature ou certaines études qui viennent de popper et qui sont populaires, là, si on veut. L'étude en question dont il faisait la revue, c'était les partial range of motion, les partial reps pour stimuler l'hypertrophie. Fait que ça comparait le classique grinding iron, là, les half reps de Arnold Schwarzenegger qui font juste pomper le top et qui vont pas full deep. Là. Versus. Mais je pense que Arnold faisait beaucoup de, tu sais, des partial range, mais comme en stretch position aussi. Là. On dirait que j'ai une vidéo de ça en tête. Écoute, je suis pas trop au courant de ce qu'il faisait, à part ce que j'ai vu dans ce fameux documentaire-là, là, Grinding Iron. Mais comme, en disant ça, je suis sûr que le monde comprenne, puis sont capables d'imaginer ce dont je parle. Fait que les partial, comme reps où tu viens pas locker au complet, puis tu viens pas deep au complet, versus des partial reps, mais dans position stretch. Fait qu'au lieu de faire les fameux, genre, une rep et un quart, ou one rep and a half, fait que par exemple, dumbbell press, je descends le plus deep possible, je fais une demi-rep deep and back up. Ce qu'on se rend compte, c'est que quand on s'entraîne dans le plus grande amplitude de mouvement possible, les gains en hypertrophie sont plus gros. Fait comme, c'est d'une pierre deux coups. Tu sais, de là, c'est niaiseux, mais moi, dans le contenu que je consomme, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, par exemple, pour l'hypertrophie des biceps, c'est sur des bancs inclinés ou avec des poulies derrière toi. Parce qu'en ayant le coude plus loin derrière ton épaule, tu viens déjà mettre ton biceps, si on veut, dans une position plus étirée.
Yeah, absolument. Puis je veux dire, après ça, il y en a qui vont dire, OK, mais là, il faut que tu entraînes toutes les ranges of motion pour l'hypertrophie, c'est ça. Écoute, moi, je crois pas vraiment à ça. Parce que si tu entraînes dans une position très étirée, tu vas aller chercher ce qui est intéressant pour l'hypertrophie, pour ton gain de force aussi. Puis tu vas aller chercher une position qui est contractée quand même si c'est pas hyper contracté. Il y a un autre avantage, par contre, à travailler tes muscles dans une position très, 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 très courte. Pas au point de vue de l'hypertrophie. Vraiment pas. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut pas, tu sais, c'est pas de dire que tout le reste c'est pas bon ou qu'une méthode est ultime ou peu importe, c'est d'utiliser le bon outil dans le bon Mhm. contexte pour l'objectif désiré. Yep. Puis comme Cool. après ça, méthode de stretch en tant que telle, parce qu'on revient à la question du début, c'est quoi la méthode la plus efficace, etc. Ce qui est le plus efficace serait tout ce qui est, si on parle d'étirement, serait tout ce qui est PNF stretch. Okay? Parce que dans les étirements, il y a des étirements qui sont statiques, tu as des balistiques qui sont dynamiques, tu as des stretch avec charge. Puis ce qui serait le plus efficace sont les PNF stretch, où est-ce que tu as un certain enchaînement de contraction et de relaxation pour venir un petit peu trick le système nerveux, si on veut, Mhm. pour permettre d'aller chercher une plus grande amplitude de mouvement dans ton stretch par Ouais. la suite. PNF, c'est Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. Ça, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est en 2013, quand j'avais fait des cours avec Coach Export de musculation 1 et 2. Way back, j'avais fait ces cours-là, puis il avait parlé de ça. Tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai utilisé très fréquemment, honnêtement. Tu sais, je sais pas quand est-ce que j'ai utilisé ça dans ma vie personnellement. C'est pas tant agréable. C'est quand même painful. Se setter up tout seul pour faire un PNF, ça se fait, mais c'est moins pratique que si tu as quelqu'un qui t'aide, sans Mhm. blague. Fait comme plus dur à amener. Moi, personnellement, j'utilise pas tout à fait les stretch de PNF dans les entraînements que je donne aux athlètes, mais j'utilise des concepts du PNF dans les mouvements, dans les séquences. Puis Mhm. un de ces concepts-là qui est hyper important, c'est l'activation antagoniste du muscle que tu veux étirer. Ouais. Fait qu'il y a il y a un réflexe d'inhibition réciproque qui existe, qui dit que si tu contractes hyper fort un muscle, fait que par exemple ton triceps, ça va aider à relaxer ton biceps et donc d'aller stretch ton biceps par la suite dans une amplitude de mouvement qui est plus grande. Cool. Mais au-delà de ça, si par exemple on parle, le meilleur exemple et l'exemple qui se retrouve le plus souvent dans les entraînements que j'ai pour les joueurs de foot, parce que le sprint est important, c'est au niveau des hip flexors. Si tu veux développer une mobilité au point de vue de tes ischios, ou en flexion de ta jambe, t'es mieux de renforcer tes hip flexors en position courte et contractée aussi pour que tu sois capable de lever ta jambe dans cette amplitude de mouvement-là. Pas juste de la stretch, mais de contrôler un minimum cette amplitude-là. Fait que, Mhm. sans utiliser un PNF, un autre type de séquence ou de combo de mouvements que je vais utiliser, c'est stretch d'ischio, qu'on pourrait faire passif ou avec une charge contrôlée, où est-ce que j'oscille in and out de la position. Parce que le fait d'utiliser une charge va créer un plus gros stress au niveau de ton muscle. Il y a un autre réflexe qui existe ou un autre pathway neurologique qui est le pathway du stress relaxation. Et donc, en ayant un plus gros stress, au point de vue de ma fibre musculaire, elle est plus tendue et contractée, ben, quand je viens relâcher la tension, ça me permet d'aller chercher un peu plus d'amplitude de mouvement. Fait que bref, je pitch les affaires, puis le but, c'est de donner un overview, puis de sonner des cloches au monde qui nous écoute. Fait que bref, ça pourrait être stretch ischio avec charge, ou que j'essaie in and out de mon stretch. Je tiens le stretch 5-10 secondes, relâche, contracte, etc. Je viens stretch mon ischio de cette façon-là. Et après, le deuxième mouvement serait un straight leg raise, où je suis debout, puis je tiens la contraction, la jambe la plus haute possible pendant 5 à 10 secondes. Puis là, Mhm. si tu as déjà fait ça, tu sens ton quad contracté, crampé, ton Ouais. hip flexor crampé. Ça, c'est les premières fois que tu le fais. Après Cool. 2-3 semaines, ce que tu te rends compte, c'est que ton muscle comme s'habitue tranquillement, tu gagnes un peu plus de force, d'endurance dans cette amplitude de mouvement-là. Et overall, l'effet va être meilleure mobilité
en flexion de la hanche, donc meilleure mobilité d'ischio, et une mobilité que tu vas garder et que tu vas contrôler. Cool. Good stuff. Good stuff. Est-ce que ça fait le tour? Moi, je pense que ça conclut quand même la conversation d'aujourd'hui où il y a des choses que j'oublie que tu aurais voulu parler. Honnêtement, il y a plein de choses dont j'aurais voulu parler, mais pour aujourd'hui, c'est assez. On a déjà pitché beaucoup d'infos, épisode un peu dense. Dans le lien de l'épisode, dans la description de l'épisode, il va y avoir un lien vers une étude qui parle des PNF stretch. Si tu veux mieux comprendre comment ça fonctionne ou si tu veux en apprendre plus sur les pathways neurologiques dont on a parlé, on va aussi mettre les liens vidéo et la petite séquence en rotation interne et mobilité de l'épaule dont on a parlé plus tôt pour que vous puissiez vous l'imaginer. That's it. That's it. Ciao, ciao. Peace.